Allez, plongeons ensemble au cœur d'une histoire de résistance absolument fascinante. On va explorer comment, face à l'avancée coloniale, les dirigeants d'Afrique de l'Ouest ont dû faire preuve d'une stratégie incroyable pour défendre leur monde. Imaginez un instant le dilemme. Entre 1880 et 1914, c'est la question qui a dû hanter les nuits de chaque roi, de chaque chef en Afrique de l'Ouest. Les puissances européennes arrivaient avec une force de frappe inédite. Alors, comment faire? Comment résister? Et attention, il n'y a pas eu une seule réponse, mais des dizaines. Loin d'être une simple histoire de conquête, c'est une véritable mosaïque de riposte. Chaque décision, chaque alliance, chaque bataille, tout était un choix stratégique, mûrement réfléchi, face à une menace qui mettait en jeu leur existence même. Alors concrètement, face à cette pression européenne qui ne cessait de monter, les souverains africains se sont retrouvés à la croisée des chemins. En gros, trois grandes options stratégiques s'offraient à eux pour essayer de sauver leur indépendance. D'un côté, la confrontation directe, la guerre. De l'autre, le jeu de l'alliance, la diplomatie. Et enfin, une troisième voie, celle de la soumission. Mais une soumission calculée. Trois chemins bien différents, mais l'objectif, lui, restait le même pour quasiment tout le monde, sauvegarder leur souveraineté et préserver leur mode de vie. Évidemment, pour beaucoup de dirigeants, la seule réponse possible, la seule voie honorable, c'était le combat. Ils ont donc choisi la voie de la confrontation. Et ils ne l'ont pas fait n'importe comment. Ils ont mis en place des stratégies militaires et politiques vraiment sophistiquées. Prenons un cas concret, Ladjor Diop, au Sénégal. Lui, il a tout de suite compris le piège. Ce chemin de fer que les Français voulaient construire, ce n'était pas pour le développement, c'était un cheval de Troie, un outil de conquête. Alors il a tout tenté. La pression économique, en interdisant la culture de l'arachide, et bien sûr, la lutte armée, jusqu'au sacrifice suprême. Écoutez bien cette phrase, elle est incroyable de puissance, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste un refus, c'est une déclaration de souveraineté absolue, un défi lancé avec un courage immense, au nom de l'honneur de son royaume. Et puis il y a Samori Touré. Ah, lui, c'est un cas d'école, un véritable maître tacticien. Non seulement il a mis sur pied une armée professionnelle redoutable, mais il a été jusqu'à créer ses propres ateliers pour copier les fusils européens. Il a mené une guerre de guérilla qui a épuisé les Français pendant 17 ans, c'est énorme. Et ce n'est pas le seul. Au Dahomey, le roi Béonzin, lui aussi, a vu le coup venir. Il a modernisé son armée à toute vitesse, y compris ses fameuses guerrières, les Amazones. Il a acheté des milliers de fusils à répétition, des mitrailleuses, des canons aux Allemands. Bref, il s'est préparé pour le choc en tentant par tous les moyens de combler ce fossé technologique. Malheureusement, la réalité du champ de bataille a été brutale. Malgré tout le courage et toute la modernisation, la différence de puissance de feu était juste colossale. Regardez ces chiffres, c'est sans appel. Le déséquilibre est total et ça montre toute la violence de la situation. Bon, on a vu la confrontation armée, mais tout le monde n'a pas fait ce choix. Pour d'autres dirigeants, dans des situations différentes, il fallait être plus rusé. Ils ont préféré jouer la carte de la diplomatie. Un pari risqué, mais un pari calculé pour la survie. Pour bien comprendre, comparons un instant Amadou et Samori. C'est vraiment le jour et la nuit. Samori, lui, est à la tête d'un empire uni et en pleine expansion. Amadou, c'est tout l'inverse. Son empire est fracturé. Il se bat contre ses propres frères, contre des rébellions et contre les Français. Sa position est beaucoup plus précaire. Donc pour Amadou, signer des traités avec les Français, ce n'était pas de la lâcheté. Non, c'était une pure question de survie. C'était une stratégie pour gagner du temps et, si possible, des armes. Le problème, c'est que les Français n'ont jamais eu l'intention de respecter leurs paroles. Une fois qu'ils n'ont plus eu besoin de lui, ils ont tout simplement trahi l'accord et l'ont attaqué. Et puis, on arrive autour de 1900. Et là, le paysage change complètement. La conquête militaire est plus ou moins terminée, le combat doit donc changer de nature. Il ne s'agit plus d'empêcher les Européens d'entrer, mais de lutter contre le système colonial qu'ils mettent en place de l'intérieur. En fait, le combat pour la liberté ne s'est pas arrêté, il s'est adapté. On passe de la grande guerre menée tant des rois pour sauver leur royaume à une résistance plus diffuse contre les injustices du quotidien. Et avec ça, de nouveaux leaders et de nouvelles tactiques apparaissent. Qu'est-ce qu'on voit émerger? Eh bien, des rébellions contre des impôts jugés insupportables, des migrations de masse pour fuir le travail forcé, des associations d'élites éduquées qui utilisent les propres armes des colons, comme les pétitions, et même les toutes premières grèves ouvrières. La résistance prend plein de nouveaux visages. Alors au final, quel bilan on peut tirer de toutes ces luttes? On pourrait se dire, ils ont tous perdu militairement. Et c'est un fait. Mais l'histoire ne s'arrête jamais là. L'héritage de cette résistance, il va bien au-delà de la défaite sur le champ de bataille.
Il faut comprendre une chose absolument cruciale. L'échec militaire était presque inévitable parce que le déséquilibre technologique a été organisé. La Convention de Bruxelles de 1890, c'est quoi? C'est tout simplement les puissances européennes qui se mettent d'accord entre elles pour arrêter de vendre des armes modernes aux Africains. C'était un embargo, ni plus ni moins, pour s'assurer de garder une supériorité totale. Donc, mettez tout ça ensemble, des mitrailleuses et de l'artillerie d'un côté, contre des vieux fusils et des lances de l'autre. Ajoutez à ça la fameuse stratégie de diviser pour régner, où les colons utilisaient des soldats africains pour en combattre d'autres, et l'équation devient quasiment impossible à résoudre. Et pourtant, même en sachant cela, beaucoup ont continué à se battre. Cette phrase du sultan de Sokoto est incroyablement révélatrice. À ce point-là, ce n'est plus une question de stratégie, c'est une question de principe, de foi, d'honneur. C'est un rejet absolu, total, de l'idée même de se soumettre à une puissance étrangère. Alors on en revient à la question de départ. Tout ça, une folie héroïque, un combat perdu d'avance, ou bien le tout premier chapitre de la longue marche vers l'indépendance? Eh bien, la défaite militaire était peut-être inévitable, mais c'est cette résistance acharnée qui a maintenu en vie l'idée même d'indépendance. La flamme ne s'est jamais vraiment éteinte. Elle a été transmise et elle a inspiré toutes les générations qui ont suivi.